Cette propriété appartenait au suspect au début des années 1970 jusqu'à environ 1978. Je voulais voir où il vivait. C'est important de s'intéresser au passé, car il est parfois indicateur de ce qui va se passer dans l'avenir. Le terrain est très différent de ce qu'il était dans les années 70. Ces maisons n'étaient pas là, tout ça était vierge, et c'était à lui. Il était seul ici. Il aurait pu... Il aurait pu faire ce qu'il voulait. En effet. Oui. Kevin, ici. Ça fait longtemps. On ne trouvera pas de preuves flagrantes de corps enterrés, ni de signes évidents en surface. Non. D'où la présence du chien, qui peut sentir des choses profondément enfouies dans le sol. Il ne trouve rien. Seigneur! C'est un sol en terre battue. Et il y a un énorme trou. Cherche. Il y a une veuve noire dans le coin. Le chien montre des signes d'intérêt? Viens, Kevin. Il sent quelque chose. Intéressant. Ça vaut la peine de fouiller? Tout à fait. Tu vas travailler? Oui, j'en ai pour un moment. Je crois que ces affaires ravivent l'intérêt grâce au travail d'enquête et aux liens qu'on a découverts entre ces affaires et d'autres cas. Et l'élément qui revient invariablement est le suspect dans toutes ces enquêtes. Dans l'affaire Christina White, c'est la dernière personne qui a vu Christina. Kristen David, on sait qu'il faisait des livraisons à Moscou, ce qui les aurait potentiellement mis en contact. Et pour Christina Nelson, Brandy Miller et Stephen Purcell, il admet qu'il était au théâtre. Il y a un lien peut-être faible, mais il est là. Et on ne peut pas en faire abstraction. Je suis peut-être partial parce que c'est ma femme, mais il faut reconnaître tout le travail que Jackie a fait et la persévérance qu'elle a. C'est dans sa personnalité et ça lui a drôlement bien servi dans ses enquêtes. Je crois vraiment qu'elle s'approche du but. Mais on n'a qu'une chance. Si on porte l'affaire en cours, qu'on n'a pas toutes les preuves et que le jury blanchit l'accusé, c'est fini. Si on trouve la preuve irréfutable le lendemain du procès, il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini. On ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour le même crime. Est-ce que tu crois qu'avec toutes les preuves circonstancielles dans ces affaires, si on trouvait l'ADN du suspect, tu crois que ça suffirait
ou qu'il en faudrait encore plus. Si on liait l'ADN du suspect à ces crimes, je serais prêt à tenter ma chance en cours. D'accord, Tammy, je suis prête si tu l'es aussi. Allons-y. D'accord. Il y a 3 boîtes. Ce sont les boîtes de preuves du FBI dans le meurtre de Kristen David. Elles sont entreposées depuis des années. J'ai hâte de voir ce qu'elles contiennent. Je ne m'attends pas à trouver la preuve qui permettra de résoudre cette affaire. Mais elles n'ont pas été examinées depuis longtemps. Alors on ne sait jamais. Le sac de papier se décompose. Les côtés sont abîmés et laissent échapper le contenu. Je crois que c'est un bout de papier journal. Le genre de choses qu'on ne veut pas perdre dans le processus. C'est le papier journal qui enveloppait les restes de Kristen David. C'est une preuve matérielle qui était en contact avec son corps, qui pourrait révéler des choses. On ne l'a jamais analysé avec les technologies modernes. Mais le suspect a forcément manipulé ce papier en emballant les restes de Kristen David. La technologie moderne pourrait tout changer. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, découvrir grâce aux tests d'ADN modernes et ce genre de choses. C'est très différent de l'époque où remontent ces crimes. Si on pouvait en extraire le profil génétique du tueur en laboratoire, on pourrait sans doute l'arrêter. Il y en a beaucoup. Énormément. Et même si je n'aime pas manipuler ce papier, qui recouvrait les restes d'une jeune femme qui a été tuée de façon macabre, dont le corps a été horriblement mutilé, je me dis qu'heureusement qu'on l'a conservé, car il pourrait renfermer la clé et révéler qui a commis cet horrible crime. Je sens, avec toute l'énergie qu'on a investie dans les affaires de Lewiston et les autres enquêtes, qu'on est très près d'avoir des réponses, sur le point d'obtenir justice. Le coupable devra répondre de ses actes, et très bientôt. Très bientôt. Je le sens. Je suis venue à Nampa, en Idaho, pour rencontrer la lieutenante Donia Ballard à propos d'une enquête de 1982 sur Darylyn Johnson. Elle a disparu dans la région de Nampa. On a trouvé son corps quelques jours plus tard, près de la rivière Snake, tout près d'une propriété appartenant au suspect dans les affaires de Lewiston, tout près de chez lui. À la lumière de ces renseignements, j'ai contacté la lieutenante Ballard. Je voulais discuter de cette affaire et trouver de nouvelles pièces du casse-tête. Lieutenant Ballard! Ça fait longtemps. Le 4 février 1982, vers 8h30, Darylyn Johnson a quitté sa maison de Nampa, en Idaho. Elle marchait seule ce matin-là.
Elle n'est jamais arrivée à l'école. Environ 3 jours plus tard, on a trouvé son corps, une trentaine de kilomètres au sud, près de la rivière Snake. Quand on s'est parlé, j'ai fait le rapprochement entre Darylyn et Christina White à cause des similitudes entre les deux filles et de leur ressemblance physique. Je trouvais intéressant qu'elles aient à peu près le même âge. Voyons si on peut descendre plus près du ruisseau. Merci. C'est ici, de ce côté, près des buissons, qu'on a trouvé son corps. Il a tenté de cacher le corps, car il n'était pas à la vue. Des pêcheurs sont passés par là. Ils pêchaient dans le ruisseau et ils ont vu quelque chose de rouge. Quand ils ont réalisé ce que c'était, ils ont fait demi-tour pour prévenir le shérif. C'est dur de s'imaginer qu'une fillette a été jetée là, violée et tuée ici même. Oui, le voir en personne, c'est vraiment terrible. Oui. Vous croyez que le suspect de Lewiston pourrait avoir un lien avec cette affaire? Bien sûr. C'est un endroit isolé. Personne ou presque ne vient ici. Non. Des gens qui ont vécu dans ce comté toute leur vie ne connaissent même pas cet endroit. Oui. Lui, il connaissait cet endroit. Il vivait à quelques kilomètres. Il aurait pu venir ici et faire ce qu'il voulait. Oui, oui. C'est désert durant la semaine, il n'y a personne. Et c'est facile d'accès depuis le stationnement. Ça aurait du sens. On ne peut pas l'ignorer. Oui. Ignorer cette piste. Quand on croit avoir affaire à un tueur en série et qu'on fouille son passé, il faut se pencher sur tous les endroits où il a vécu depuis son enfance jusqu'au moment présent pour savoir où il a habité et tout ce qui s'est passé dans les environs. Je sais que les preuves circonstancielles sont circonstancielles, mais trop de gens sont morts autour de lui au fil du temps. J'ai 57 ans et personne n'a jamais disparu dans mon entourage. Ça fait quoi dans son cas? 3 ou 4? Le lien avec l'affaire Christina White m'a sauté aux yeux. Mais le coup de grâce a été d'apprendre qu'on l'avait arrêté en Californie pour entrer par effraction dans une morgue avec un couteau de chasse et une lampe de poche. Il faut avoir un sérieux problème pour en arriver là. Je suis en Californie pour enquêter sur l'arrestation de notre personne d'intérêt, le 5 juin 1972, qui pourrait m'éclairer sur les affaires de Lewiston. Ce n'est pas quelqu'un qui a vu ou entendu ci ou ça.
C'est une arrestation pour entrer par effraction dans la morgue où se trouvait une jeune fille de 17 ans, Antoinette Anigno, morte dans des circonstances nébuleuses, 1 ou 2 nuits plus tôt. Santa Cruz était une petite ville tranquille à l'époque. La promenade en bord de mer était très fréquentée, très populaire auprès des jeunes qui venaient marcher et relaxer sur la plage. Antoinette était une élève de 17 ans au secondaire. Elle était avec son frère, son petit ami et la copine de son frère. Antoinette se serait disputée avec son copain. Ils se sont assis dans le sable pour discuter. Environ une quinzaine de minutes plus tard, son copain s'est levé et lui a dit de les retrouver quand elle se serait calmée, qu'il allait rejoindre son frère. Peu après, un agent de sécurité leur a dit que la promenade fermait. Alors ils sont allés chercher Antoinette, mais ils ne l'ont pas trouvée. Puis, autour de 3h30 du matin, 2 passants qui marchaient sur la plage ont vu un corps flotter dans l'eau. La police est venue. Elle n'a vu aucun signe évident de trauma ni de blessure. Elle était nue. Elle portait une montre en or et une chaîne avec une croix. On a passé la plage au peigne fin pour trouver ses vêtements. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'on ne les a jamais retrouvés. Je vais rencontrer une dénommée Helen, qui était là au moment de l'incident. Ses parents vivaient au-dessus de la morgue à l'époque. Alors j'espère qu'elle aura des détails que je ne connais pas déjà sur ce qui s'est passé. Votre père a entendu du bruit, il est descendu et il a confronté l'homme en question. Il était vêtu de noir et il essayait de couper le moustiquaire. Cette fenêtre-là? Cette fenêtre-là, Et où mène-t-elle au juste? à la salle des fleurs. Et tout au fond à droite se trouve la chapelle qui occupe cette partie-là. Elle se trouvait là. Exactement. Il n'y avait personne d'autre. D'accord. C'était la seule cliente ce soir-là. La seule défunte dans tout le salon? Exact. Et que lui a dit votre père? Que faites-vous? Et que lui a-t-il répondu? Qu'il voulait voir sa petite amie une dernière fois. Il a dit qu'il voulait voir sa petite amie? Seigneur. Ce que je viens d'apprendre est énorme. C'est vraiment énorme. La mort d'Antoinette Anigno était suspecte. Il y a des questions sans réponse. Puis cet homme qui entre par effraction où se trouve son corps, le seul à la morgue ce soir-là, soi-disant pour voir sa petite amie une dernière fois. Il s'est mis en lien avec elle. C'était ses propres mots pour expliquer ce qu'il faisait là. Et il mentait. Et il a remis ça en disant qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment.
C'est énorme, énorme. Même si ce n'est pas admissible en cours, c'est important pour moi, car ça confirme, une fois de plus, qu'on est sur la bonne piste. Quand l'enquêteuse s'est remise à ressasser tout ça, papa est encore là. Il lui a fait part de ce qu'il en pensait. Il lui a donné des pistes pour relancer l'enquête. C'est bien que c'est une affaire non résolue, mais elle est toujours vivante, car on continue de suivre des pistes. Alors, peut-être qu'un jour... Ces affaires ont été examinées par plusieurs enquêteurs au fil du temps. Et je les en remercie, car je crois qu'ils sont très motivés à aller jusqu'au bout pour résoudre ces affaires. Jackie est le genre de personne qui aime aller au fond des choses. C'est la colle qui tient toutes ces affaires ensemble. Car, soyons honnêtes, c'est un coin reculé des États-Unis, qui n'a ni le temps ni les effectifs pour faire ce que Jackie a fait. Je crois qu'il y a de l'espoir, et j'aimerais l'aider par tous les moyens à clore ces affaires, une fois pour toutes. À la lumière de tout ça, et de vos connaissances sur le genre de personnes qui commettent ce genre de crimes, que peut-on faire de plus, d'après votre expérience, pour résoudre ces crimes ou un de ces crimes? Vous êtes sur la bonne voie pour ces 4 victimes, qui sont directement liées à votre suspect. Il les connaissait, elle le connaissait, et elles étaient faciles d'accès. Le lien avec Christina White est clair. C'était l'ami de la fille de sa conjointe. Elle était chez lui. Il y a un lien clair entre lui et ses 4 victimes. Et cette affaire en Californie, à Santa Cruz, près de San José, peut-être un homicide, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, ça en dit long sur le comportement Oui, de la personne d'intérêt, oui, qui est entrée par effraction avec une caméra, une lampe de poche. un couteau. Rien de plus normal, n'est-ce pas? Personne ne fait ça. Non. Sans compter ce qu'il s'apprêtait à faire. J'aurais aimé qu'on l'appréhende 5 minutes plus tard pour le savoir exactement. D'après vous, et ce n'est qu'une facette de son comportement, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle 2 choses. Soit il lui a fait du mal, et il voulait un dernier moment avec elle, après sa mort, soit il ne l'a pas tuée, mais il savait qu'elle était là. Donc, s'il avait un penchant pour les mortes, c'était l'occasion idéale. Possibement un ou l'autre, ou les 2. Ça montre qu'il s'intéressait... De toute évidence. Et ce n'était peut-être pas la première fois. C'est le genre de suspect qui aurait continué à tuer, qui serait toujours aussi dangereux. Ça dépend de sa santé physique. Mais le fantasme qui l'a poussé à faire ça l'habite toujours. On ignore la nature et le genre de souvenirs qu'il en a gardé. S'il collectionnait les sous-vêtements ou autre chose pour alimenter ses compulsions. À mon avis, il y a plus que ce tableau. Partout où vous regardez, vous pourriez trouver de nouvelles preuves reliant les crimes à la personne d'intérêt. J'ignorais ce que je trouverais en fouillant le passé du suspect. Et
Et j'ai trouvé des choses. Je sentais, au fond de moi, que j'étais sur une piste. Je suis à Chicago pour une affaire qui a attiré mon attention. Voilà. Une affaire de 1973, le meurtre de Diane Taylor. Je n'étais jamais venue à Chicago. Je n'aurais jamais cru que ça me mènerait ici. Jamais au grand jamais. Le suspect dans la disparition de ma cousine a grandi ici. Il vivait près de chez Diane Taylor. Bref, un autre lien, une autre victime, une autre défunte. Une fillette de 8 ans. Et c'est ici que tout a commencé. J'espère que c'est la clé du mystère qui aura raison de lui et qu'il ne se doutera de rien. C'est l'histoire de ma vie, remplir le photocopieur. Bizarrement, chaque fois que j'en ai besoin, il est vide. Chaque fois. Je fais des copies de mon enquête pour la police de Chicago. Je lui ai envoyé une chronologie des événements, de ce qui s'est passé et que j'ai documenté. Et j'espère que ça les aidera dans leur affaire de 1963. C'est Gloria Boebert qui a découvert cette histoire de meurtre à Chicago. Elle m'a donné beaucoup d'informations. Certains liens entre les éléments semblent plutôt solides. Et d'autres sont un peu plus forcés. Mais j'essaie d'avoir une vision d'ensemble et de garder l'esprit ouvert sur tout ce qui pourrait être lié à notre enquête. Bref, en me penchant sur la disparition de cette fillette de 8 ans en 1963, sur la région où ça s'est produit, j'ai découvert que notre personne d'intérêt vivait à quelques kilomètres de là au moment de sa disparition. Entre-temps, un enquêteur de Chicago m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait sorti le dossier, revu l'information et que notre personne d'intérêt avait été interrogée à l'époque, qu'elle travaillait comme conseiller de camp au YMCA que fréquentait la fillette. Le cas de Diane, comme tous les meurtres d'enfants, était délicat pour la famille, les proches et la police. C'était une enfant. Ça n'aurait pas dû arriver. Elle était seule presque toute la journée. C'était les vacances scolaires avant sa 4e année et elle allait au camp de jour du YMCA. Le camp commençait à 10 heures. Elle a parlé à sa mère à 9h30 avant de partir. Elle vivait à 4 ou 5 pâtés de maison du YMCA. C'est là que vivait Diane Taylor en 1963 avec sa mère, Rita. Rita travaillait comme standardiste pour une compagnie d'électricité. Diane venait d'une famille brisée. Son père n'était pas là et c'était une enfant à clé. C'était courant à l'époque dans les familles monoparentales plus démunies. Sa mère est allée travailler vers 9h30
Diane est allée au YMCA et c'est le dernier endroit où elle a été vue. L'homme d'intérêt dans les meurtres de la vallée de Lewis Clark a grandi dans ce quartier. Il y a vécu toute son adolescence. Il allait à l'école ici et il était conseiller de camp au YMCA. Le 1er août était un jeudi, le jour de sa disparition. Puis, les jours ont passé, et ce n'est que le samedi matin qu'on a trouvé son corps. On a trouvé son corps sur ce qu'on appelle un tablier de béton, une allée de béton. Cette partie a été refaite, donc quelque part par là, sur l'ancienne partie. Elle a été violée. Elle a eu un coup de couteau fatal au cœur. Elle avait une blessure sur la tempe droite, le crâne renfoncé, peut-être un coup de hache ou un outil du genre. Elle avait des lacérations sur les bras et les jambes. Il lui manquait les 2 incisives, peut-être un coup de poing. Ce n'est pas clair. Ce genre de crime, le degré de violence physique était haineux, horrible. Celui qui a fait ça était un sadique de la pire espèce. La police a interrogé 1400 personnes, tout un quartier. Elle voulait vraiment savoir qui avait fait ça à cette fillette. Notre suspect a été interrogé. C'était un bon gars, un gentil garçon. Il avait 15 ans à l'époque. Qui aurait soupçonné un garçon de 15 ans? De nos jours, ce ne serait pas si exceptionnel. Mais à l'époque, on cherchait un homme beaucoup plus âgé. J'ai longtemps été furieuse qu'on ne rende pas justice à ma cousine, à Stephen, Brandy, Christina, Kristen David, à personne. Les enquêtes ont stagné. Elles ont fini dans des boîtes, à prendre la poussière. Et maintenant, je veux donner une voix à cette fillette. Et je suis prête à tout pour trouver des réponses. Elle n'a personne d'autre pour le faire, pour se faire entendre. Alors, pendant que je suis à Chicago, je vais rencontrer la police de la ville. Je sais qu'elle m'en dira peu, car c'est une affaire non résolue et une affaire de meurtre. Et je crois que la police de Chicago trouvera des réponses s'il y en a. On ne peut qu'espérer. Je rassemble mes classeurs, tous les dossiers que j'ai réunis dans ces différentes affaires, pour les apporter au FBI. On a ravivé l'intérêt en parlant à différents corps de police, avec l'aide de Gloria. Et le FBI souhaite maintenant les examiner. Tout a commencé dans notre coin de pays, dans le comté d'Assotton, une petite communauté rurale américaine. Et en fouillant ces affaires, on a ratissé de plus en plus large et fait des liens potentiels avec des affaires en Californie et à Chicago. Et c'est très encourageant que le FBI veuille maintenant les examiner. Je crois avoir fait tout ce que je pouvais. Je peux encore faire des recherches et parler aux gens pour recueillir de l'information. Mais en termes de preuves pour les porter en cours,
Je ne peux pas en faire plus. Alors je suis très heureuse que le FBI s'en mêle pour amener l'enquête à un autre niveau. Il a un laboratoire de pointe pour analyser les preuves et il verra ce qu'on peut en faire. J'ai bon espoir que le FBI trouve la pièce manquante du casse-tête pour résoudre non seulement mon enquête, mais aussi toutes les autres. J'espère encore qu'on résolve un jour cette affaire, qu'on arrête le coupable, qu'on lui fasse un procès et le condamne. Ça m'habite beaucoup. On sait en gros ce qui s'est passé. On sait qui c'est, mais on n'a pas assez de preuves pour clore l'enquête. Je crois fermement qu'il s'en tire concernant un meurtre. Comment oublier ces affaires? Les parents de Christina sont morts. Le père de Steve Purcell est décédé récemment. Les parents de Kristen David ont déménagé. Mais les victimes ont toujours de la famille ici et des amis. Tout le monde connaît ces affaires, et ceux qui ne connaissaient pas les victimes avant les connaissent maintenant, car elles font partie de nos vies. Ce qui s'est passé a marqué à jamais cette communauté et tous ses habitants. C'est une petite ville. C'est comme ça. Ça fait partie de nous. Si on retrouvait Christina en vie, ma mère n'en reviendrait pas de s'être trompée toutes ces années. Et mon père... Ce n'est pas facile. Je veux qu'il explique aux familles des victimes pourquoi. Pas entendre qu'il est désolé. Il ignore ce que c'est. C'est un sociopathe tueur en série. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi ma sœur et les autres. Qu'il me le dise dans les yeux et ne me regarde plus jamais. Et qu'il ne demande pas pardon. Dieu se chargera de le juger. Je sais au fond de moi que Steve est innocent et qu'il a seulement été victime des circonstances dans cette affaire. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose et révélera un jour des renseignements qui permettront d'arrêter cette personne, d'arrêter le suspect ou de trouver les restes de Steve pour qu'on puisse clore cette affaire. Si j'avais su qui était le suspect à l'époque et ce que je sais maintenant dans les années suivant sa disparition, j'aurais pris mon 45 et j'aurais subi un procès à sa place. Je suis persuadée qu'il est coupable. Je ne devrais sans doute pas dire ça, car il n'a pas été jugé en cours. Mais un homme innocent coopérerait. Il collaborerait avec les autorités. Il ferait absolument tout pour être écarté comme suspect
et pour que la police se concentre ailleurs ou sur quelqu'un d'autre, qu'il se disculpe s'il est innocent. Je suis au cimetière d'Assoton, en amont de la ville d'Assoton. C'est un point de vue magnifique. J'ai fait le tour des pierres tombales. Certaines remontent aux années 1850. Il y a beaucoup d'histoires ici. C'est tellement triste, tous ces bambins nés un jour et morts le lendemain. C'est déplorable. Celle-là est de 1898. Des gens y posent encore des fleurs. Des gens qui se rappellent encore ces enfants qui auraient plus de 100 ans s'ils étaient en vie. Au moins, on sait où ils sont, malgré leur mort tragique. On peut encore venir ici, dans cet endroit magnifique, poser des fleurs, se souvenir d'eux et avoir un lien physique avec ses enfants décédés. Mais les familles de nos personnes disparues n'ont pas ça. Les familles de nos victimes de meurtre n'ont pas de réponse, pas d'explication pour la mort de leurs proches ou leur meurtre. La mort d'un enfant est épouvantable. Et c'est encore pire quand c'est aussi insensé. Ce n'est pas comme si une terrible maladie les avait emportés ou qu'ils avaient eu un accident. C'était délibéré, l'œuvre d'un monstre, d'un prédateur opportuniste qui a détruit leur vie, qui les a piégés sans le moindre remords. C'est ce qui m'enrage. Quand je viens ici, que je pense à ces affaires, à ce qui s'est passé et à ce que je peux faire, j'ai un goût amer. Je vois la ville d'Assoton, l'école qu'aurait fréquentée Christina White, le terrain de football. Durant l'année scolaire, j'entends la fanfare jouer sur le terrain de football. Et je me dis qu'elle n'a jamais eu cette chance d'aller au secondaire, d'assister aux parties de football de son école, au bal des finissants et tout ça. On lui a tout pris. Et elle n'est pas là pour qu'on honore sa mémoire. Elle est quelque part par là.